Au Bénin, hommage au défunt président Mathieu Kérékou. Dans ce cadre, des autorités se sont retrouvées dans la commune de Lokossa pour une messe. Bientôt la date butoir des objectifs du millénaire pour le développement. En Afrique subsaharienne, l'accès à l'assainissement demeure un enjeu majeur. Le sommet Chine-Afrique s'est achevé dimanche à Johannesburg, en Afrique du Sud. 60 milliards de dollars d'aide à l'Afrique. Bonjour chez vous, bienvenue dans ce nouveau journal. Au Bénin, on continue de rendre hommage à l'ancien président de la République, Mathieu Kérékou, décédé le 14 octobre dernier à Cotonou. Samedi, c'est une messe en hommage au père de la démocratie béninoise qui a été dite à la cathédrale de Lokossa. Une messe qui a réuni des autorités administratives, politiques, religieuses et des fidèles catholiques, mais qui donc a également connu la participation de Sébastien Germain Ajavon, l'opérateur économique dont la candidature est sans cesse suscitée pour la prochaine présidentielle. Reportage. La cathédrale de la ville de Lokossa, située à 102 km au sud-ouest de Cotonou, a accueilli samedi une célébration eucharistique pour le repos de l'âme de l'ancien président de la République, Mathieu Kérékou. Autorités administratives et politiques, religieux et fidèles catholiques ont participé à cette messe de prière et de louange, un rassemblement ecclésiastique conduit par l'évêque du diocèse de Lokossa, Victor Agbanou, qui a saisi l'occasion pour prêcher la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Laissez résonner cette parole au fond de votre cœur et vous verrez quelle admirable révolution s'y produit. Quel chef d'État, quel homme politique, quel maître de sagesse ne prêcherait, même s'il n'est pas prêt à le vivre, son engagement pour la justice. Également présent à cette cérémonie, Sébastien Ajavon, l'homme qui fait l'objet de toutes les attentions ces derniers jours pour la ferveur qu'il suscite au sein de la population, où il ne cesse d'enregistrer des appels à se porter candidat pour la prochaine élection présidentielle au Bénin. L'opérateur économique a surtout eu l'occasion de toucher du doigt cette ferveur qu'il suscite lorsque la population de Lokossa, notamment des femmes et conducteurs de taxi-moto, lui ont réservé un chaleureux bain de foule. Ils sont venus manifester leur soutien à Sébastien Ajavon, en qui ils portent désormais leur espoir pour le développement du pays, les années à venir. La police secrète nigériane a annoncé samedi qu'elle avait démasqué des cellules dormantes du groupe islamiste Boko Haram dans et autour de la capitale Abuja. Elle a par ailleurs annoncé avoir arrêté 12 membres du groupe islamiste qui ont migré de leur fief du nord-est du pays pour se rapprocher de la capitale à l'approche des fêtes de fin d'année dans le but de commettre des attentats. Le communiqué précise le nom des personnes interpellées à Abuja ou dans les communes voisines entre le 29 octobre et le 1er décembre. Parmi ces noms figure celui d'un ressortissant nigérien. Puis aider les professionnels des médias et de la communication du Togo à jouer pleinement leur rôle de quatrième pouvoir pour la consolidation de la paix. Tel est l'objectif que s'est assigné le PNUD en organisant avec l'assistance technique de WANEP Togo une formation de 72 heures à leur endroit. Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo, nous en dit davantage. L'atelier de formation que nous organisons à l'endroit des journalistes et des professionnels des médias
rentre dans le cadre de la consolidation de la paix et de la démocratie. La liberté d'expression est fondamentale à la démocratie. Il n'y a pas de démocratie qui va sans liberté. L'atelier de formation que nous organisons à l'endroit des journalistes et des professionnels du média rentre dans le cadre de la consolidation de la paix et de la démocratie. La liberté d'expression est fondamentale à la démocratie. Il n'y a pas de démocratie qui va sans liberté d'expression. Et le journaliste, en la matière, a sa partition à jouer. La manière dont les informations sont traitées et renvoyées aux populations est fondamentale dans la consolidation de la démocratie et dans la résolution des crises, des conflits. Donc ici, il est question fondamentalement de rappeler ou d'échanger avec les journalistes et les professionnels des médias sur les devoirs et responsabilités des journalistes en temps de paix, en temps de conflit. Donc c'est dans ce cadre que l'atelier est organisé en vue d'échanger et de faire en sorte que les journalistes puissent à un moment donné jouer son rôle lorsque nous sommes en conflit, aussi bien dans la prévention que dans la résolution même des crises. Donc il s'agit de 4 modules: droit, devoir et responsabilité, consolidation de la paix, la compréhension des conflits, les caractéristiques des conflits et consolidation de la démocratie. Donc ce sont ces différents modules qui vont nous permettre d'échanger avec les journalistes pour leur rappeler en quelque sorte leur mission dans les différentes phases de la vie de l'État, que ce soit en période normale ou en période de crise. La Chine a lancé vendredi une nouvelle offensive majeure sur le continent africain. Elle a promis 60 milliards de dollars d'aide lors d'un sommet chino-africain à Johannesburg. Un engagement accueilli avec gratitude par les chefs d'État africains. Les précisions. Une coquette enveloppe accueillie par des applaudissements de la part de la vingtaine de dirigeants africains réunis dans le quartier des affaires de Sandton à Johannesburg. Cette annonce intervient alors que l'Afrique subit l'effondrement récent des cours des matières premières, en partie lié au ralentissement de la croissance chinoise. C'est une somme significative. Cela montre clairement l'engagement de la Chine pour s'assurer que son développement se fait conjointement avec les pays du Sud, particulièrement ceux d'Afrique. Ces 60 milliards de dollars annoncés par la Chine sont destinés à financer 10 programmes de coopération sur 3 années dans les domaines notamment de l'agriculture, l'industrialisation, la réduction de la pauvreté, la santé, la culture, la sécurité, la protection de la nature ou encore le développement vert. Mais il ne s'agit pas d'une brèche pour la Chine de s'ingérer dans la gestion du continent. Dans notre relation avec l'Afrique, il n'y aura pas de préjugés politiques. Nous n'attacherons jamais de conditions politiques à notre coopération. Nous ne ferons pas d'ingérence en Afrique. Dans le passé, les investisseurs voulaient déterminer ou mettre en place leurs propres conditions avant d'investir. Donc, nous accueillons volontiers des partenaires comme la Chine qui respectent la souveraineté de chacun des pays du continent. Pékin a notamment promis 143 millions d'euros sous forme d'aide alimentaire d'urgence aux pays touchés par les mauvaises récoltes liées à El Niño. La Chine s'est également engagée à effacer les dettes gouvernementales sans intérêt déchues fin 2015 des pays africains les moins avancés. Et nous poursuivons ce journal. Il faut dire qu'à la date butoir des objectifs du millénaire pour le développement, l'accès à un assainissement amélioré demeure un enjeu majeur dans la plupart des pays en développement. En Afrique subsaharienne, quelle disparité pour quelle politique? Élément de réponse dans ce reportage. L'accès aux services d'assainissement constitue toujours un défi pour la plupart des pays africains. Les résultats sont mitigés et il est certain que la cible relative à ce secteur dans les objectifs du millénaire pour le développement n'a pas été atteinte. Pire, aux taux actuels de progression,
Elle ne sera pas atteinte avant 2084. L'accès à services d'assainissement n'a augmenté que de quelques points. Notamment, on est parti de 24% autour de 30% en 2015. Et concernant la défécation à l'air libre qui constitue un enjeu majeur et un problème très important, jusqu'à présent, on estime environ 25% de la population africaine qui défèque à l'air libre. Donc il y a vraiment beaucoup d'efforts encore à fournir pour que ce domaine puisse être amélioré. Il ne s'agit pas ici de peindre le tableau tout en noir. Quelques pays ont pu tirer leur épingle du jeu à travers des efforts remarquables, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. À nos jours, il y a de nombreux pays qui ont eu des performances, notamment les pays qui avaient un taux d'accès très bas au départ. On a pu constater qu'en milieu rural, quand même, il y a eu de très bonnes performances, notamment dans les pays comme l'Éthiopie, le Rwanda, le Burkina Faso. Il y a eu de très bonnes performances. Le milieu urbain n'est pas en reste. Les performances n'ont pas été aussi impressionnantes qu'en milieu rural. Mais globalement, il y a eu de bonnes performances qui montre quand même qu'il y a eu certains efforts, mais le problème de l'accès à un assainissement amélioré demeure toujours un problème et ces performances devraient normalement être améliorées. Les défis restent grands pour accroître les bonnes pratiques dans le domaine de l'assainissement. Pour y arriver, il est indispensable de définir les principes clés à mettre en œuvre. Un environnement institutionnel et légal clair, il a été recommandé en 2008 lors de la réunion des ministres africains de l'eau, de mettre sur pied une institution autonome de coordination du secteur dotée d'un budget annuel de 0,5 du PIB de chaque pays. Donc s'il y a déjà cette institution de coordination qui a un budget spécifique et des principes spécifiques, ça pourra déjà réduire un peu la cacophonie et autres et avoir des actions bien ciblées. Le deuxième défi, c'est le financement. Il faut trouver le moyen d'avoir du financement, tant pour la mise en œuvre des infrastructures que pour la maintenance et le suivi. Et puis enfin, il y a la sensibilisation et les choix technologiques innovants sur lesquels il faudrait tabler afin de pouvoir... L'Afrique, sur un certain nombre de points, ne sera pas au rendez-vous des objectifs du millénaire pour le développement. Mais en attendant, les efforts sont à encourager et le secteur de l'assainissement représente un secteur méritant une attention particulière. Direction la Sierra Leone, le président Ernest Bai Koroma a lancé samedi la campagne de recensement de la population. Pour cette opération, la 5e dans l'histoire du pays, quelques 13 000 agents de recensement en Sierra Leone se sont déployés donc sur tout le territoire national. Reportage. Ce 5e recensement de la population de l'histoire de la Sierra Leone, qui a été reporté à plusieurs reprises en raison de l'épidémie d'Ebola dans le pays, a été lancé samedi à Freetown. L'opération est jugée capitale après la fin de l'épidémie d'Ebola, au point où le président Ernest Bai Koroma a renoncé à se rendre au sommet sino-africain à Johannesburg afin de procéder à son lancement. Le gouvernement a exhorté la population à répondre avec exactitude, assurant que les informations recueillies pourraient servir à planifier un programme de développement. Le recensement de la population de 2015 va servir à rendre plus accessibles et disponibles des données précises et sûres en termes démographiques, économiques et socio-économiques. Le recensement se poursuit jusqu'au 18 décembre prochain. Les quelques 13 000 agents déployés doivent recueillir des données sur la démographie, le logement, l'agriculture ainsi que les conséquences socio-économiques de l'épidémie d'Ebola. Les résultats provisoires et définitifs sont attendus respectivement en mars et en décembre 2016. Le dernier recensement en Sierra Leone a été réalisé il y a 11 ans. Les services de statistiques s'attendent cette fois-ci à une augmentation de 1,6 million d'habitants, soit 6,5 millions d'habitants contre 4,9 auparavant. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Ravi de vous l'avoir présenté. Nous vous souhaitons de passer une agréable